médecins, à une certaine époque, étaient issus de classes bourgeoises aisées, et donc forcément, et souvent urbaines, donc sont attirés là où ils sont originaires. Et quelquefois, si effectivement on élargit la façon dont les étudiants, où on ira les chercher, ça va peut-être modifier les choses. Je suis né en 50, dans les années 50, l'ascenseur social était extrêmement important. J'ai repris les chiffres de 2005 par rapport des années dont je suis issu, où 27% de la population, les fils d'ouvriers ou fils d'employés accédaient aux études supérieures, ont descendu à 9%. Donc ça, c'est-à-dire que pour ouvrir une pharmacie, on est obligé de répondre à, en France métropole, on va dire 2500 habitants. Ce qui fait qu'on a un maillage de pharmacie sur tout le territoire, même en campagne, suite à cette obligation-là. Nous ne sommes pas la même profession, enfin nous ne sommes pas la seule profession médicale à avoir cette contrainte, et c'est vrai qu'on peut, par rapport à ce problème de santé publique, je trouve qu'il le manque de médecins maintenant sur certains territoires, s'interroger sur l'actualité encore, enfin, le fait que les médecins ont la liberté d'installation. Voilà. S'il y avait d'autres professions qui avaient cette liberté-là médicale, on pourrait peut-être l'expliquer, mais ce n'est pas le cas, puisqu'il y a eu aussi des décisions par rapport aux infirmières à un moment pour qu'il y ait de nouveau un maillage et une présence des infirmières sur le territoire bien répartie, puisqu'on commençait à avoir des déficits d'infirmières dans certains territoires. Voilà. Donc, il y a eu une commission au Sénat qui a réfléchi là-dessus, et ça serait intéressant si vous pouviez nous dire quelques mots là-dessus. Je pense en tous les cas. Moi, je comprends les intérêts légitimes, en particulier des jeunes médecins, parce que c'est vrai, ils disent, et ils n'ont pas complètement tort, en disant moi, quand je me suis engagé dans les études médicales, je ne savais pas que ce serait comme ça, que je n'aurais pas le droit de m'installer où je veux. Donc il y a une espèce c'est vrai, il y a une décision qui serait rétroactive, ce qui est quand même contraire aux bases du droit français. Je comprends. Je constate par ailleurs que, effectivement, et tu l'as très bien dit, les principes, les 4-5 principes de la médecine générale, il n'y a plus que celui-là qui existe. Les autres, c'est pas vrai, tout est encadré, pour ne pas dire archi-réglementé. Moi, je veux bien croire qu'il y ait des incitations. Je crois en particulier à ces maisons médicales pluridisciplinaires. Et j'ai dit justement, quand j'étais dans cette émission de télé, j'ai terminé comme ça, je n'ai pas terminé sur le programme du Conseil national de la résistance, mais j'ai terminé sur dire si la médecine libérale n'est pas capable en elle-même de régler ce problème, il faudra la régler à sa place. C'est trop grave. Je peux comprendre les intérêts corporatistes, mais je ne le dis pas au sens péjoratif du terme, c'est tout à fait légitime d'avoir des intérêts corporatifs. J'en ai aussi, moi. Mais ces inégalités territoriales, enfin, vous avez senti comment ça me touchait, parce que le rapport du Sénat a voulu jeter un pavé dans la mare. Je signale d'ailleurs que dans le groupe de travail, ils m'ont auditionné, mais je ne faisais pas partie du groupe de travail. Dans ce groupe de travail, il y avait un médecin. Et ils ont voulu dire, effectivement, on va sanctionner des gens les médecins, on va sanctionner par le conventionnement, des gens qui s'installent là où il y a déjà beaucoup de médecins. Alors ça a été un tollé, évidemment, je peux le comprendre aussi, mais je trouve que l'exemple avec les pharmacies est tout à fait pertinent. Ça n'a pas, c'est passé dans les mœurs maintenant. Donc moi je pense en tous les cas que si la médecine libérale, je l'ai dit, président du Conseil de l'Ordre, je l'ai dit au syndicat, si elle n'est pas capable de régler ce problème-là, je crois qu'il faudra le régler à sa place parce que c'est intolérable. Et moi effectivement, j'ai du mal, je suis désolé, mais j'ai du mal à imaginer qu'on n'aille pas vers une régulation, en tous les cas, un encadrement. L'actuel ministre de la Santé est hostile. Hein, est hostile. Bon, elle a peut-être raison d'espérer que les choses vont se calmer par des processus comme ça, d'incitation. Mais si ça ne se calme pas, et si ça ne se calme pas rapidement, parce qu'une fois de plus, il ne faut pas dire que c'est uniquement en produisant plus de médecins, ce qui est la politique actuelle, hein, on ouvre le numerus clausus,
que les choses vont s'arranger. C'est vraiment, j'ai essayé de démontrer, un problème de répartition sur le territoire et même, voilà, c'est pour ça que j'ai donné des exemples des Hauts-de-Seine, etc. Parce que vraiment, il y a des trucs qui ne sont pas acceptables. Donc moi, je ne suis pas hostile, je le dis, avec beaucoup de précautions oratoires, mais je le dis, je ne suis pas hostile si les choses continuaient comme ça ou s'aggravaient à une régulation peut-être pas aussi violente pour l'instant que ce que vont proposer mes collègues sénateurs, mais qui pourra aller dans ce sens-là. Effectivement, cette distorsion, que connaissent bien les hospitaliers aussi, on est formé à l'hôpital, et puis en fac de médecine, et puis on devrait se retrouver au milieu des gens en libéral. Et il faut s'étonner après que très peu de jeunes diplômés veuillent s'installer, bon, effectivement, à la sortie à Tours, par exemple, 8% aujourd'hui. Bon, ce qui est évidemment absolument... 8% dans la première année. Voilà, ça, hein. Donc c'est absolument dramatique. Bon. Alors, quelles sont les pistes de solution ? Il y a quelque temps, j'ai vu passer une proposition, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, de former les médecins, en partie en tout cas, hein, la partie, disons, clinique, pratique, dans justement les maisons pluridisciplinaires de santé, auxquelles on rattacherait un U, donc universitarisé, avec un système de tuteurs, hein, avec des généralistes, disons, plus chevronnés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais vouloir tout régler par un stage, ou même pour la médecin généraliste qualifiant là, une année entière, mais c'est un stage dans un cabinet libéral, c'est bien, mais c'est pas ça qui va inverser la vapeur. Enfin, il faut savoir que ça dure une dizaine d'années, les études médicales. Donc, c'est pas parce qu'on va faire un stage de 6 mois dans un cabinet médical qu'on va découvrir. Moi, je pense qu'il y a d'abord à faire rentrer, je le dis très clairement, les médecins libéraux dûment diplômés, si je puis dire, c'est pas n'importe qui évidemment, mais dûment diplômés dans la faculté, et de remodeler en Seine-Saint-Denis, il y a une fac qui est la fac de Bobigny, qui a été pilote depuis le début de sa création là-dessus. Ils sont un peu moins pilotes, mais enfin quand même. Moi, dans le cabinet où je travaille, il y a des généralistes, parce qu'évidemment, 2 demi-journées par semaine, je n'occupe pas moi tout seul un cabinet. Et il y a une nouvelle jeune femme là, qui va s'installer, elle n'est pas tout à fait installée, mais qui est chef de clinique, qui est chef de clinique. Elle a le titre de chef de clinique, et elle fait de la médecine ambulatoire, une grande partie de son temps. Elle ne fait pas des trucs, elle est médecin généraliste, a travaillé dans son cabinet, elle partage mon bureau d'ailleurs. Et elle va à l'hôpital un peu, mais c'est pas le contraire. C'est pas je vais à l'hôpital beaucoup, et puis à l'hôpital dans un cabinet un petit peu, c'est quand j'ai rien d'autre à faire, j'exagère, mais là c'est le contraire. Elle est médecin généraliste et elle va à la fac. Et elle enseigne. Et enfin franchement, je vous assure que c'est vrai, j'ai pas eu un seul cours de gestion. C'est quand même ahurissant, quoi. Mais c'est normal, parce que les médecins hospitaliers, ils en savent pas plus que moi. C'est normal qu'ils ne m'enseignent pas ce qu'ils ne savent pas. Oui, bonjour. Je pense comme vous. J'habite à La Chapelle et donc les médecins qui sont décédés ou partis n'ont jamais été remplacés. On avait un cabinet médical avec 3 femmes médecins qui ont eu par malheur, ils avaient fait construire un pavillon pour leur cabinet. Il est menace de s'écrouler à cause de sécheresse, je ne sais quoi. Et maintenant, ils vont quitter la commune parce que le maire de la commune d'à côté a fait une proposition plus alléchante que le nôtre pour qu'ils viennent s'installer. Vous voyez ? Alors, je suis stupéfait. Ça, c'est une chose qui nous stupéfait. Hein. Les habitants sont très mécontents. La commune d'à côté, qui est hors agglo, est très heureuse. Alors, autre chose, l'hôpital d'Orléans, tout neuf. Là aussi, je suis écœuré parce que, quel gâchis. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a trop de salles d'opération parce qu'il n'y aura pas assez de personnel pour les faire vivre. Vous vous rendez compte ? On démolit un hôpital qui était soi-disant obsolète. Hein. On en construit un 2 fois trop grand, avec des ouvriers polonais, il faut que vous le sachiez, hein, qui sont payés au prix de la Pologne. Ils sont cachés par Bouygues. Hein,
personne ne peut rien faire. Autre chose, moi je suis content que vous disiez que les communes doivent aider. Je suis entièrement d'accord, je suis un ancien élu municipal. Et je trouve que c'est normal. Les communes sont les plus proches des gens. Mais aujourd'hui, les restrictions budgétaires annoncées par notre gouvernement, ça va être 4 millions, je crois, de suppression. Hein, c'est encore pire que ça. Donc, moi je ne comprends pas comment on peut faire. Il est prévu à terme, en 2013, avec les restrictions budgétaires, la suppression, ça va faire supprimer 35 000 postes dans les services médicaux. À terme, 50 000 à fin 2014. Moi, je ne sais pas comment on peut s'en sortir, mais je suis content de vous entendre parce que vous me donnez de l'optimisme. Voilà. Voilà, mais cette histoire, enfin, je suis choqué par cette histoire de compétition entre deux communes. C'est pour ça qu'il y a des départements ou des groupements de communes qui ont été plus intelligents et qui se sont dit on va se mettre ensemble et puis on va essayer de trouver ensemble une solution. C'est quand même dommage, et c'est pas la gloire des élus de faire ça. Franchement, c'est pas la gloire des élus. Parce que là, j'ai beau chercher, je ne trouve pas quel est l'intérêt général dans cette histoire. Alors quand même, on est un peu là pour défendre l'intérêt général. Quand je dis un peu, je plaisante, parce qu'on est là que pour défendre l'intérêt général. Donc voilà, là on est en plein dans le sujet qui était quand même... on a demandé d'insister là-dessus. C'est évident que là, il y a un rôle de la commune. C'est ça qu'il faut éviter, quoi. D'ailleurs, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais à ce petit jeu-là, tout le monde va perdre, parce qu'il va forcément y avoir une commune qui va payer encore plus, quoi. Bon, on va arriver, voilà, ça va être pécable, quoi. Voilà, je sais pas, on est au Paris Saint-Germain, les médecins. Donc, non, ça va pas du tout. Je crois qu'au contraire, le rôle d'une commune, comme j'ai essayé de le dire, c'est de se regrouper, soit sur des institutions déjà existantes, soit d'en créer d'autres, pour qu'effectivement on réfléchisse ensemble, parce que sinon c'est pas possible. Sur le reste, c'est 3 millions en 3 ans, c'est pas 4, c'est 3 millions en 3 ans, mais c'est quand même dur, mais c'est compensé aussi. Alors bon, c'est l'effort que le président de la République demande aux communes, mais évidemment ça a fâché beaucoup les élus, à juste titre, mais là ils sont un peu moins fâchés parce qu'en même temps, ça a été compensé par exemple des prêts bonifiés qu'ils n'avaient pas. Même beaucoup d'élus s'étaient fait avoir avec des prêts dits toxiques. Donc il y a le climat, je ne dis pas qu'il a changé, les gens préféraient avoir 1 million de plus, c'est clair, mais j'ai dit millions, c'est milliards. Hein, bien sûr. Oui, c'est milliards. Oui, si c'était millions, on n'en parlerait pas. Hein. Excusez-moi, c'est 3 milliards sur 3 ans. C'est 1 milliard par an. Donc, mais c'était compensé par des accès plus faciles au crédit, etc., qui font que la grogne des élus se calme un petit peu. Alors sur l'hôpital, moi j'en sais rien, j'ai cru comprendre qu'il y avait des médecins hospitaliers, mais ça m'a rappelé furieusement une histoire que vous connaissez certainement à Paris, d'un hôpital qui a été construit dans le cadre d'une procédure un peu particulière qu'on appelle PPP, partenariat public-privé, et qui est une catastrophe, avec mot à mot, alors je ne sais pas si c'est vrai sur l'hôpital d'Orléans, bien sûr, mais les salles trop nombreuses, etc., ça c'est effectivement le triste résultat d'un montage PPP complètement raté et qui va coûter très cher à l'assistance publique de Paris. Docteur Christian Fleurier, CHR d'Orléans, réanimateur et vice-président de la CME, ancien président de CME. Donc je connais bien le dossier. Donc j'aurais préféré réagir d'abord à votre intervention parce que je pense que vous avez donné des pistes, d'abord des constats et des pistes très intéressantes. Donc on va en parler, mais bon, je vais quand même répondre pour ce que je sais du CHR d'Orléans. Le CHR d'Orléans, bien sûr, n'a pas construit son hôpital comme ça. C'est un travail de très longue haleine et ça a été après des travaux d'analyse justement de la population de la région centre, de son avenir économique, de son avenir concernant la démographie. Et donc nous avons été aidés dans cette étude par plusieurs organismes tout à fait objectifs et indépendants pour analyser avec toutes les données qui pouvaient être disponibles en France sur
l'avenir de la médecine hospitalière et de ville. Donc la capacité, donc la mesure de la capacité du nouvel hôpital résulte de ces études, et le projet effectivement avait retenu le même nombre de salles d'opération que nous avons actuellement, sauf que actuellement ça n'apparaît pas de façon très évidente parce que nous avons 3 sites chirurgicaux. Donc c'est un regroupement de salles d'op qui était donc mesuré à 24, qui n'était pas donc une extension, mais qui correspondait à l'activité actuelle et à l'activité future, en espérant encore, obtenir encore plus de performances sur l'utilisation sur les plages opératoires. C'est en fait l'intervention d'un organisme d'État qui s'appelle l'ANAP, qui a été missionné par le ministère de la Santé il y a quelques années pour étudier notre projet, alors que le projet était déjà très avancé. Et selon des concepts assez modernes, de dire que la médecine européenne devait prendre exemple sur la médecine scandinave, qui a beaucoup développé depuis quelques années, enfin depuis une dizaine d'années, ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Donc ce qui s'est passé, c'est que cet organisme, l'ANAP, a projeté l'avenir de la médecine, enfin de la chirurgie française, devant s'orienter vers la même organisation que la chirurgie de la Scandinavie notamment, qui effectivement a développé la médecine ambulatoire de façon considérable, mais avec une organisation sanitaire qui est très différente de la nôtre. Donc en fait, l'ANAP nous a contraints à abandonner pour le moment, de geler en quelque sorte 4 ou 5 blocs opératoires sur le projet initial. Alors effectivement, la surface est conservée, puisque les travaux étaient déjà très avancés, mais par ailleurs, nous avions essayé d'optimiser les surfaces de ce nouvel hôpital, et en fait, les surfaces actuelles sont probablement inférieures à ce qui existe actuellement dans les 3 sites, donc ça nécessitera une organisation très pointue de toutes les spécialités qui vont travailler dans un même site. Donc en fait, je pense que même si on n'ouvrait pas les 4 ou 5 salles qui étaient prévues en complément, je pense qu'il y a de quoi faire, notamment de développer la chirurgie robotique, le robot chirurgical, et éventuellement la notion, enfin, l'introduction dans les blocs opératoires d'une imagerie très pointue, du type scanner et peut-être même IRM dans des manières assez proches. Donc il y a des pistes actuellement en Europe et aux USA pour que l'imagerie de haut niveau, semi-miniaturisée, mais quand même assez lourde, viennent équiper certains blocs opératoires. Et ça, nous ne regretterons pas d'avoir la surface que nous avons actuellement pour pouvoir faire ce genre d'évolution vers la modernité. Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être médecin libéral, d'une part, et d'avoir cette notion de service public. C'est souvent ce que l'on entend dire. Les médecins libéraux ont l'impression, là je me fais un peu l'avocat du diable, d'avoir tous les inconvénients du libéral, puisque comme tu l'as rappelé, en ce qui concerne les médecins de secteur 1, ils ont leurs honoraires bloqués, la liberté totale de faire ce que l'on veut, c'est terminé, la liberté de prescription se limite, etc. etc. Et d'un autre côté, on veut leur donner des contraintes, c'est-à-dire 7 jours sur 7. Encore une fois, je provoque et je vais un petit peu plus loin que la réalité. Enfin, on veut leur faire du service public là où effectivement ils n'ont pas les moyens pour le faire et la possibilité de le faire, au moins au niveau financier. Juridique, évidemment, mais encore que, parce que moi c'est quelque chose que j'ai des soucis, parce que je disais ça il y a plus que 35 ans, à partir du moment où il y a eu une convention et où les tarifs ont été fixés par les conventions renouvelées, et que les remboursements ont été très clairement établis,
à partir de l'argent de la caisse d'assurance maladie, et cet argent vient non pas de dons bénévoles, on ne demande pas à un salarié ou à un patron s'il veut cotiser, s'il veut bien cotiser à l'assurance maladie. On lui enlève sa part, ce qui s'assimile quand même bougrement à des impôts. C'est pas une assurance, tiens, je sais pas, on n'est pas aux États-Unis ici. On ne nous demande pas notre avis, on cotise à la sécurité sociale, donc, et en particulier à l'assurance maladie. Donc, je suis désolé, je vais faire un truc, je sais qu'il y a des médecins dans la salle, une démonstration que les médecins n'aiment pas, mais pourtant je crois que c'est la vérité. Nous, les médecins, nous consommons de l'argent public. Nous consommons de l'argent. C'est-à-dire que la part, je parle des médecins de ville, la part qui n'est pas d'argent public, c'est le tiers payant, enfin, c'est le ticket modérateur. Et effectivement, celui-là, s'il est pris en charge par une mutuelle auquel on adhère volontairement, ça c'est autre chose. Mais quand même, les 70% de remboursement, c'est de l'argent public. Et la fortune des médecins, je vais être un peu brutal, qui a augmenté depuis les années 60 et cette mise en place de conventions, elle vient d'argent public. Elle est légitime, elle n'est pas volée, mais nous dépensons de l'argent public. Alors je le dis de façon provocatrice, exprès, mais c'est un petit peu ça quand même. Et à partir du moment où nous touchons de l'argent public, bah, comme les sénateurs, on doit dire ce qu'on en fait et avoir conscience qu'on consomme de l'argent public. Alors je sais bien que ce n'était pas le sens de ta question, mais moi je pense que nous sommes obligés, c'est plus possible de dire mais non, on est libéral, on fait ce qu'on veut, on prescrit ce qu'on veut, on a de compte à rendre à personne. Si, on a de compte à rendre aux gens qui cotisent et qui nous permettent de gagner notre vie. Parce que supprimons le remboursement et on va voir les médecins ce qu'ils vont gagner, quoi. Donc, moi je pense qu'on dépense de l'argent public. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais c'est bien les patients qui nous donnent de l'argent. Mais comme ils se font rembourser, on peut quand même dire que c'est consomme de l'argent public. Donc on doit avoir l'état d'esprit de servir le public, ce qui ne me paraît pas en antagonisme avec le serment d'Hippocrate que nous avons tous fait au moment où nous avons passé notre test, d'ailleurs, entre parenthèses. Alors après, la deuxième question que tu poses, c'est est-ce qu'on a les moyens est-ce que non, enfin là je suis d'accord avec toi, c'est évident qu'en l'état, c'est ce qui se passe, c'est que le nombre de médecins a augmenté, c'est clair, comme je l'ai dit, enfin là c'est mathématique, hein, c'est un constat. Mais par contre, l'activité médicale a complètement diminué personnellement, c'est-à-dire que c'est complètement modifié. Et moi j'en ai assez, enfin je ne suis pas un féministe à tout crin, mais je suis comme tous les hommes, mais quand même qu'on dise oui c'est les femmes qui ont fait que non, c'est un problème, c'est pas un problème de femmes, c'est pas parce que la profession s'est féminisée, c'est parce qu'il y a un problème générationnel et les générations actuelles ne veulent plus travailler comme les médecins qu'on a connus nous quand on était jeunes, c'est qui faisaient 60 et 70 heures par semaine. Et je vais le dire, ils ont raison. Ils ont raison. Si vous montez dans un avion et que le commandant de bord vous dit bonjour, je m'appelle machin, je suis le commandant de bord et je vous informe que ça fait 2 nuits que j'ai pas dormi, et bien vous allez ressortir, quoi. Donc ils ont raison de ne pas travailler comme ça, comme des fous. C'est la meilleure façon, et les médecins hospitaliers savent, hein, il y a même des études sur les erreurs. Enfin, le réanimateur, c'est ça. Les anesthésistes savent ça. Hein, il y a des études qui sont formelles sur la fréquence des erreurs, pas des fautes, mais des erreurs médicales. Donc voilà, il y a un nouveau mode d'exercice qu'il va falloir adapter. C'est-à-dire là où je te rejoins totalement, c'est que si on nous exige de nous, à juste titre, des missions de service public, puisqu'on doit le faire, il faut qu'on réorganise la profession, parce que les services, les missions de service public qu'on nous demande de faire, ils ne peuvent pas se faire en recommençant à travailler 60 ou 70 heures par semaine. Ce serait une mauvaise chose. Donc là, il y a tout un travail à refaire. Moi, je pense, alors je suis très iconoclaste, mais je pense par exemple qu'il faut qu'on réfléchisse sur le paiement à l'acte. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de rémunérer un médecin de ville. C'est une structure structurellement inflationniste. Pensez que
toi et moi, on ne débute pas notre activité de médecin. Dans toute profession, il y a une promotion. Il y a une promotion, c'est normal. On augmente son salaire, c'est normal, parce qu'on a augmenté nos compétences, etc. Et c'est tout à fait légitime, et ce serait choquant qu'il n'y en ait pas. Moi, ça fait 35 ans que je suis pédiatre. Mes honoraires, c'est 23 €. Enfin, c'est toujours 23 €. Et si je veux gagner plus, il faut que je fasse plus d'actes. Donc c'est structurellement inflationniste, donc ce n'est pas une bonne façon. Et je pense, alors je suis désolé, je ne pensais pas que j'allais dire des choses comme ça aussi révolutionnaires, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut, c'est pas dogmatique ce que je dis, c'est qu'il faut sereinement se mettre autour d'une table, de ne pas garder le paiement à l'acte comme une espèce de tabou, de totem, par le contraire, qu'il faut se laisser. Il faut dire comment on peut faire mieux pour que la médecine fasse mieux, qu'on puisse effectivement faire des actions de prévention, qu'on puisse effectivement rendre nos missions de service public par une permanence des soins, l'organiser, la permanence des soins. C'est plus possible, ça. Moi, je l'ai fait aussi quand je faisais mon certificat de spécialité de pédiatrie, je faisais des remplacements de médecine générale. Enfin, c'est dingue, quoi, d'être de garde la nuit, et puis on travaille la nuit, on prend la consultation le lendemain, et puis la nuit d'après, on est aussi appelé une fois. Enfin, c'est pas possible, ça. C'est bien que les gens qui travaillent la nuit, ils travaillent que la nuit, quoi. Ils ne font pas, enfin, je sais pas, c'est un métier à responsabilité quand même. Donc voilà, il faut organiser ça, il faut rendre ces missions de service public, mais il faut les rendre dans un contexte de réorganisation professionnelle différente. Et qui nous ramène à ce problème qu'on a déjà évoqué, de la compétition des territoires. D'ailleurs, il faudrait se poser la question de façon beaucoup plus large, parce que quand on fait venir des médecins roumains en France, on ne doit pas ignorer qu'on en démunit la Roumanie, qui essaye ensuite d'avoir des médecins moldaves, qui sont bien moins bien formés que les médecins roumains, et qui eux-mêmes font défaut en Moldavie, mais c'est pas très grave, c'est le pays le plus pauvre d'Europe. Mais voilà, donc cette compétition des territoires, elle joue à tous les niveaux. Ceci étant, parce qu'on est orléanais et qu'on est aussi intéressé par la problématique orléanaise, il se trouve qu'on a une autre singularité à Orléans, c'est cet hôpital régional dont on a déjà parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a deux villes en France qui ont encore des hôpitaux régionaux, qui ne soient pas des hôpitaux universitaires. On est peut-être le seul. Qui ne soient pas des hôpitaux universitaires. Qu'est-ce que peuvent faire les élus locaux, au niveau municipal, au niveau départemental, et que sais-je encore, pour faire en sorte qu'un hôpital régional puisse devenir un hôpital universitaire, parce qu'on n'ignore pas que c'est un pôle d'attraction et aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure, la possibilité d'avoir des jeunes médecins qui s'implantent plus aisément dans un périmètre. Je pense que tu l'as dit, il ne faut pas qu'on devienne généraliste par défaut. Maintenant, les généralistes sont des spécialités. Ils ont d'ailleurs un CS, enfin, je crois que c'est fait. Même concours. Voilà, même concours, etc. Il faut que la médecine généraliste, le médecin généraliste, ce ne soit pas celui qui n'a pas pu, enfin, j'exagère un peu, mais celui qui n'a pas pu faire ça. Voilà, c'est un beau métier d'être médecin généraliste. C'est un métier extrêmement difficile. C'est probablement la spécialité la plus difficile. Et je crois qu'il faut effectivement, il ne faut pas faire de distinction. Là, moi, je considère que la médecine générale, moi, je me sens plus généraliste que spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste d'organes. Hein. Je suis un médecin généraliste jusqu'à 15 ans, quoi. C'est tout. Mais voilà, je me sens plus proche du généraliste que d'un cardiologue, par exemple. J'ai rien contre les cardiologues, j'en ai besoin moi-même. Mais donc voilà. Mais tout ça, et ça rejoint votre question, parmi les pistes pour lutter contre les désertifications médicales, je ne l'ai pas dit parce qu'elle était un peu technique, mais là je parle sous le contrôle peut-être de mes confrères hospitaliers, c'est de régionaliser justement le truc qualifiant pour être spécialiste. Dans le spécialiste, j'entends y compris généraliste, bien entendu, bien, je l'ai dit d'abord. C'est-à-dire que, comme effectivement ça a été rappelé, 80% des médecins s'installent là où ils ont fait leurs études, au lieu de fixer un chiffre, voilà, il nous faut tant de pédiatres par an, alors c'est pas une bonne, il faut cardiologue par exemple, voilà. C'est pas parce que les pédiatres il en faut plus jamais, donc il faut, au lieu de dire on va former tant de cardiologues par an en France, il faut dire dans cette région où il y a déjà beaucoup de cardiologues,
c'est peut-être pas la peine d'en former beaucoup. Par contre, s'il n'y a pas assez de généralistes, eh bien, on va former des médecins spécialistes en médecine générale. Et on va offrir en concours beaucoup plus de postes aux médecins généralistes sur un plan régional. Ça a aussi quelques inconvénients, d'abord de ne plus être national. Ça a aussi l'inconvénient qu'il faut que les hôpitaux suivent en termes d'infrastructures parce que je pense que vous faites de l'enseignement, bien que vous ne soyez pas un CHU, mais vous avez des étudiants en médecine chez vous, des internes. Donc il faut voir, enfin, tout ça mérite qu'on en discute, mais moi j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise idée. Ça répond à votre question, c'est-à-dire que c'est peut-être pas la peine, dans la mesure où 80% des gens s'installent, grosso modo dans le territoire, ils ont fait leurs études, pour l'instant. Alors peut-être qu'après ça va changer si on fait ça. Il faut régionaliser les besoins, la formation. Ça paraît une mesure de bon sens qui entraîne, je ne sais pas, peut-être que vous allez réagir, mais parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas bien vues dans. Il doit y avoir des. Mais je pense qu'il faut y réfléchir, ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison. On a besoin de. Cela dit, soit les ophtalmos sont vraiment paresseux, ce qui m'étonnerait, mais quand il faut attendre 130 jours pour avoir un rendez-vous en ophtalmo, il y a un problème quand même. Et ça, je crois que c'est dans toute la France. Moi, je n'ai jamais entendu des gens dire je vais chez l'ophtalmo. C'est beaucoup plus. Et même en urgence. Oui, les chiffres que j'ai donnés, c'est des moyennes. Il y a des déserts partout, très bien, on n'a qu'à mesurer. On parlait tout à l'heure de 40 médecins pour 100 000 habitants. C'est une zone désertique, une plaque blanche. C'est assez simple, ça se mesure. On le fait dans d'autres services publics comme la Poste. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 10 ans. Donc c'est un vrai sujet de maillage territorial et les besoins de chacun de nos concitoyens. La loi y fait face de temps en temps en disant voilà, pour la Poste, 5 km, 20 minutes en voiture pour l'accès à un point de contact. Je voudrais, moi, en tant que citoyen qui paye 70% de mes revenus, de mes retenues, qui passent dans la chose sociale, avoir des services. En arrivant à Orléans, après 9 ans de passer au loin, j'ai mis 4 mois pour trouver un toubib qui m'accepte, 8 mois pour prendre un rendez-vous avec un ophtalmo. Je suis content, c'était en septembre dernier, c'est le mois prochain, donc je suis très content. 3 mois pour avoir un rendez-vous à l'hôpital pour un pneumo grave, 1 mois pour avoir les résultats. Voilà des faits concrets, hein. Mais bon, je suis un gentil citoyen, je suis en pleine ville, j'ai quand même beaucoup de chance. J'ai vu le rapport du Césaire sur la présence médicale en région centre, qui est assez douloureux. On se demande vraiment si on est tombé chez les Zoulous. J'ai habité à l'extérieur de ce pays et je peux dire qu'on n'en est pas loin maintenant, dans certains départements de la région. Ce que je voulais dire par là aussi, c'est que la notion de zone de vie, de zone blanche ou pas blanche, enfin plus ou moins rouge en termes de densité médicale, ça serait intéressant de travailler là-dessus et peut-être de définir, parce que ça, ce sont nos concitoyens qui vont se lever dans les petites communes où ils commencent à voter de façon un peu bizarre, qui vont se lever pour dire on aimerait bien un seuil d'accessibilité aux soins, avoir peut-être un seuil de 40 médecins pour 100 000 habitants, très bien. Et puis définir dans ce seuil probablement des démarches comme celles qui ont déjà été mises en œuvre, d'un fixe pour les jeunes médecins qui s'y installent, d'un passage obligatoire, une partie de, peut-être la première partie en sortant des études médicales, avec aussi l'autre idée qui était de mélanger au même endroit, pour faciliter la vie, des maisons multiservices. Vous imaginez ce que c'est dans les zones blanches? Les zones blanches, moi je vais vous laisser des trucs, mais vous pouvez en trouver, c'est fait, hein, c'est fait. Et ce qu'il faut, c'est aller, souvent c'est des cartes département par département, mais il faut aller aussi dans des infra-départementales, enfin, c'est des zones blanches, on les connaît. Le problème qui se pose aux citoyens, vous avez raison, et aux législateurs, c'est de dire, est-ce qu'on continue une politique d'incitation? Parce que vous dites qu'il faut un seuil minimum, je suis totalement d'accord, même je le mettrais au-dessus de 40 quand même, mais pourquoi pas 40? Mais c'est bien que j'ai envie de le dire, mais comment on l'atteint ce seuil? Est-ce qu'on l'atteint en laissant faire les choses, en simplement en stimulant, en facilitant les installations dans ces zones-là, en offrant des compensations de cotisations d'assurance, etc. Enfin, ce qui se fait depuis maintenant très longtemps, et parce que ça fait très longtemps que ça existe, et qu'on a déjà des politiques plus ou moins efficaces comme ça d'incitation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Est-ce qu'on ne fait que de l'incitation? C'est ça que pose le problème du rapport du Sénat. Est-ce qu'on fait que de l'incitation, ou est-ce qu'on légifère en disant ben maintenant ça suffit,
c'est comme les pharmaciens. La liberté d'installation n'existe plus, ou en tous les cas, elle est forcément encadrée. Si vous vous installez là où c'est pas possible, vous serez puni. Soit vous n'aurez pas le droit, carrément. Hein, le pharmacien, on ne lui demande pas son avis. Là, non, vous voulez vous installer, non, c'est pas possible. Bah. Soit vous serez puni, vous n'aurez pas la même convention que les autres, vos patients ne seront pas remboursés, etc. Donc, et là, eh bien, évidemment, on se heurte à des réactions normales des médecins, des syndicats des médecins, en particulier, effectivement, tu l'as très bien dit, des jeunes médecins. Moi, j'ai été auditionné du temps de Bachelot sur cette réforme, avant la loi j'ai dit ça, et il y avait des syndicats des internes, et ils m'ont tué, hein, ils m'ont tué. Comment ? Et néanmoins, alors en même temps, je peux comprendre, mais quand je mets dans une balance... oui, la liberté, etc., oui, c'est bien, moi j'aime bien la liberté aussi. Et puis de notre côté, ces situations que vous découvrez vous-même, que vous subissez, qui sont inacceptables dans une république de liberté, d'égalité, de fraternité, dans ce que vous avez décrit, qu'est-ce qu'il y a alors oui, il y a la liberté des médecins de s'installer, ça c'est vrai. Mais où est l'égalité, où est la fraternité? Je ne le vois pas dans ce que vous avez décrit. Donc voilà, dire ben non, c'est fini, ça suffit maintenant. Je prends. Et c'est ce que dit le rapport, en disant, ça suffit. Vous doutez bien, le rapporteur, c'est le président, c'est Jean-Luc Fichet, qui est un sénateur socialiste. Je vous laisse imaginer les discussions privées qu'il a eues avec Marisol Touraine. Mais voilà, il a pensé que c'était le moment de dire, on pose la question. Est-ce que va continuer une politique d'incitation qui n'a donné que des résultats, enfin ça n'a pas réglé vos problèmes. Hein. Depuis les conventions sur conventions, elles ont toujours des politiques d'incitation. Ça n'a pas l'air d'avoir réglé vos problèmes. Donc voilà, est-ce que maintenant on passe à un truc? Bon, voilà, il y a un vrai choix politique, et après tout, c'est pas à Jean-Luc Fichet ou à Marisol Touraine de le dire, c'est à vous de le dire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui devez le dire. Mais la Touraine, à moins. Je suis de très près dans nos négociations avec le CHU de Tours. Je sais qu'aussi le docteur Briand connaît très bien notre politique dans ce sujet. Alors en pratique, c'est vrai que le CHU de Tours a eu naturellement une certaine indifférence sur la région centre, je dirais, de s'intéresser à la démographie médicale de la région centre, ce qui n'est plus le cas. Donc nous avons obtenu péniblement, mais je pense qu'il y a eu des avancées tout à fait significatives depuis quelques années. Le CHU est en train de s'ouvrir et donc nous avons négocié avec lui la possibilité de retrouver ce que nous avions dans le passé. Dans le passé, nous avions au CHR d'Orléans 150 internes. On était descendu à 40. Pour ce qui est des étudiants, nous avions 120 étudiants de 6e année, nous en avions 0 il y a 3 ans. Donc nous avons remonté la pente et actuellement nous avons 105 internes, nous avons 50 étudiants externes des CM4 cette année, 90 en novembre 2013 et on va remonter à 120. Donc on est bien dans ce que vous disiez, 80% des étudiants ont des chances, ont plus de chances de s'installer disons à proximité d'un hôpital qui les a au moins accueillis, non pas formés au long cours, mais accueillis. Surtout s'ils finissent leur cursus dans notre établissement. Parce que s'ils viennent en première ou deuxième année, ils oublieront notre hôpital et notre région et notre département. Donc il est important d'avoir également des étudiants qui sont tout près de l'installation. Donc nous espérons avoir 150 internes dans 2-3 ans, avoir 120 externes, et nous avons obtenu, ce qui a été également excessivement difficile, la création de 4 postes de chef de clinique au CHR d'Orléans. Et ça, c'est très, très important. Je pense que c'est un verrou qui a sauté et qui est très utile. Le doyen de la faculté de Tours, le directeur général du CHU de Tours, le ministère de la Santé est d'accord pour que nous augmentions jusqu'à 10 postes très prochainement. Le problème, c'est le financement. Ça nous pose problème, sinon ça serait déjà fait. Sinon, je voulais dire un petit mot sur effectivement la sociologie des étudiants. Moi, je les vois de très près, puisque je m'en occupe journellement. Les étudiants de médecine ont beaucoup changé. Et effectivement, comme vous le disiez très bien, ils ne veulent pas connaître ce que nous avons connu ou ce que nos parents médecins ont pu connaître. La vocation médicale n'est plus tout à fait ça. C'est plus tout à fait comme ça, ces choix. Il y a la féminisation aussi qui intervient beaucoup et qui effectivement normalise un petit peu les heures
quotidien de travail, fini, effectivement, nous encore en milieu hospitalier, il nous arrive de faire 70 ou 80 heures par semaine, mais c'est fini. Les jeunes qui viennent derrière nous nous disent ce que tu fais, c'est très bien, mais nous on fera sûrement pas ça. Donc il y a un vrai problème quand même de régulation et de nombre de médecins dans les différents secteurs. Donc effectivement, il faut les écouter. Et ceux qui nous disent nous n'allons pas nous mettre à la campagne, j'ai rien contre la campagne, mais ma femme ou ma conjointe ne veut pas. Je vais avoir des gosses, je n'aurai pas d'école, mes gosses ne vont pas vouloir aller s'installer dans cette région. C'est ça le gros problème. Pardon ? Imaginez les banlieues. Je sais bien. Non, mais c'est pour vous dire que c'est pas simplement un problème de financement, enfin de salaire. C'est toute la vie socio-économique qui est autour. Ils veulent un environnement vivant, en quelque sorte, et accessible, où il y a possibilité d'aller faire des courses raisonnablement. Donc c'est ça leur exigence. Ils ont une exigence très très forte. Et puis, il y a aussi, alors pour ce que vous disiez de l'inégalité de répartition, très clairement, il y a peut-être effectivement là aussi le salaire, mais il y a le soleil. Je suis désolé, il y a quand même, je ne sais pas pourquoi, parce que moi je suis certain de vous, pourquoi il y a cette attractivité du sud de la France, alors que c'est de plus en plus désagréable hein, quand on écoute la radio. Hein. Donc franchement, il y a peut-être des bons moments, mais je pense qu'ils exagèrent. Là, il y a une espèce de schéma intellectuel en France sur cette attirance qui est terrible. Alors moi j'ai fait depuis plusieurs années des démarches auprès de nos élus régionaux, que ce soit donc les députés mais aussi les sénateurs et notamment M. Sueur. J'étais en contact à plusieurs reprises à ce sujet et mon expérience, je me rapproche de votre position. Je pense que les incitations, d'accord, il faut continuer, mais ça ne sert à rien, honnêtement. C'est d'une perte de temps. Il faut le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Alors après se pose la question, vous disiez, il y a deux termes qui m'intéressent, faut-il punir ou faut-il désavantager en quelque sorte? Donc moi je suis plutôt pour la position un petit peu intermédiaire, c'est de pénaliser. Pénaliser l'installation dans certains secteurs. Vous allez dans le sud, très bien, mais alors vous allez avoir que des ennuis, des conditionnements, et puis vous allez avoir la fiscalité qui va venir vous sanctionner. Mais c'est dans ce sens-là, mais ne pas interdire. On n'y arrivera pas. Par contre, la position de la pharmacienne, de madame la pharmacienne, moi je suis très proche aussi, je le demande aussi, mais je pense que ce n'est pas la première, c'est pas l'étape qu'il faut proposer tout de suite, comme l'a fait un petit peu le Sénat. Ça m'inquiète un peu parce que vous allez braquer les étudiants et ça va aller très très mal. Donc je pense qu'il faut une étape intermédiaire qui est d'abord de pénaliser. Pénaliser, se donner 3-4 ans et voir ce que ça donne. Si on arrive à pénaliser correctement et qu'ils arrêtent de s'installer dans le sud, on aura le retour. Et ça pourrait changer. L'autre élément, c'est l'internat national. Je crois que c'est une erreur. Là aussi, je commence à convaincre un petit peu les facultés. Je pense qu'il faut revenir à l'internat régional. Parce que là, vous allez fixer les étudiants. S'il y a un internat de médecine régional. J'y crois beaucoup, mais pas encore très entendu. Je suis d'accord avec vous. Ce qui marche pas trop mal, c'est les bourses. Alors c'est pareil, c'est souvent le département qui fait ça. Ça peut être une intercommunalité si elle est suffisamment puissante et qu'elle a un hôpital. Si on offre une bourse à des étudiants plutôt en fin qu'au début, d'ailleurs je suis tout à fait d'accord avec vous, avec du dedans-dedans, c'est-à-dire que tu as la bourse, mais tu dois t'engager à t'installer au moins X années dans ce territoire. Les choses ça peut être un plus dans l'incitation. Mais moi sur la pénalisation, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai dit, le rapport du Sénat était brutal, mais c'était fait exprès. Enfin, M. Moret, qui est le rapporteur, est un centriste qui n'a pas l'habitude d'être brutal, mais là, ils ont voulu marquer le coup, de façon à ce qu'il y ait un débat qui s'ouvre. Et puis ce débat, il n'est pas, je l'aurais dit, il n'est pas que entre médecins ou entre ministres et médecins. Il est nous, c'est nous citoyens qui devons dire ce qu'on veut. Oui, il faut du courage politique, vous avez tout à fait raison. Mais quand les citoyens, c'est-à-dire les électeurs, s'expriment, ça peut donner un peu plus de courage.